Boeing B-29 Super Fortress. En février 1944, sur les sites de production de Wichita, dans l'État du Kansas, les techniciens travaillaient jour et nuit par des températures négatives. Les avions restaient en plein air, faute de hangars en nombre suffisant. Les équipes se relevaient au moteur toutes les 20 minutes, sinon leurs mains cessaient d'obéir. C'était le premier bombardier de série de l'histoire à cabine pressurisée, à tourelle télécommandée et à calculateur analogique embarqué. Le programme de sa création coûta plus cher que la bombe atomique. En 1940, le commandement de l'aviation de l'armée lança un appel d'offres pour un bombardier capable d'atteindre n'importe quel point du Pacifique avec une charge de bombe complète. Aucun avion existant ne répondait à cette exigence. Boeing proposa un appareil qui n'avait encore jamais existé. Une longueur de fuselage de 26 mètres, une envergure supérieure de 14 mètres et demi à celle du B-17 et 4 moteurs Wright de 2200 chevaux chacun. 3 cabines pressurisées étaient reliées par un tunnel de passage au-dessus des soutes à bombe. Un système de tir télécommandé conçu par General Electric pilotait 10 mitrailleuses lourdes dans des tourelles télécommandées dirigées par un calculateur depuis n'importe lequel des 5 postes de visée. En février 1943, le deuxième prototype prit feu en vol pendant un essai et s'écrasa sur une usine de transformation de viande au nord de Seattle. Les 11 membres d'équipage et 20 ouvriers au sol périrent. Boeing déclara l'avion insatisfaisant et annonça son intention de ne pas le construire. Le général Hap Arnold, commandant de l'aviation de l'armée, menaça d'exiger le remboursement des 200 millions de dollars déjà versés. La production ne s'arrêta pas. Le coût total du programme B-29 s'éleva à 3 milliards de dollars. La bombe atomique en coûta 2 milliards. 3 970 appareils furent produits au total. Le calculateur du système de tir corrigeait la visée à chaque tir en fonction de la vitesse de la cible, de la température de l'air, de la vitesse et du cap de l'avion lui-même, ainsi que de l'usure des tubes. La portée efficace de tir atteignait 1000 mètres, contre 500 mètres pour le B-17 et ses tourelles manuelles. En 1945, les Super Fortress détruisirent la plus grande partie de l'infrastructure industrielle japonaise. La fusée de proximité. Le 5 janvier 1943, près de Guadalcanal, le lieutenant Red Cochrane, commandant la batterie arrière du croiseur léger Helena, abattit un bombardier en piqué japonais Val à la deuxième salve de 3. Les obus ne touchèrent pas l'avion. Ils explosèrent à quelques mètres de lui. Avant 1942, un obus anti-aérien explosait soit à l'impact, soit sur une minuterie réglée à la main. Les deux méthodes exigeaient un calcul précis qui ne se révélait jamais suffisant. Pour abattre un seul avion manœuvrant, il fallait des centaines, parfois des milliers d'obus. En septembre 1940, une mission militaire britannique transmit aux scientifiques américains ses travaux sur la fusée de proximité radio. Le développement fut confié à la division de géomagnétisme de l'Institut Carnegie à Washington, sous la direction du physicien Merle Tuve. La tâche consistait à loger dans le corps d'un obus anti-aérien un émetteur et un récepteur radio miniature capable de résister au tir à une accélération de 20 000 fois la gravité et à une rotation de 25 000 tours par minute. La fusée émettait en continu un signal radio. Quand le signal réfléchi revenait avec un décalage Doppler correspondant à une distance de quelques mètres de la cible, le circuit se fermait. L'obus explosait de lui-même, sans minuterie et sans impact direct. Le premier essai contre 3 drones radioguidés au-dessus de la baie de Chesapeake, en août 1942, atteignit les 3 cibles en 4 salves, le premier jour. La marine annula la deuxième journée d'essai et lança immédiatement la production. Le programme bénéficiait d'un niveau de protection comparable à celui du projet atomique. Pendant presque toute la guerre, le Pentagone interdit l'usage de ces fusées au-dessus de la terre ferme, par crainte qu'un obus non explosé ne tombe entre les mains de l'ennemi. L'autorisation de les employer contre des cibles terrestres ne fut accordée qu'en décembre 1944, dans les Ardennes, lorsque l'infanterie allemande s'avança en terrain découvert, se croyant à l'abri par mauvais temps. À la fin de la guerre, on produisait 70 000 fusées par jour. Au total, environ 22 millions d'unités furent fabriquées pendant le conflit.
Ni les Allemands ni les Japonais ne comprirent jamais pourquoi l'artillerie anti-aérienne alliée était soudain devenue 2 fois plus meurtrière. La torpille Mark 24 Fido. Le 12 mai 1943, un Liberator du commandement côtier britannique attaqua le sous-marin allemand U-456 dans l'Atlantique Nord. L'avion largua un seul engin et quitta la zone. Cet engin n'était pas une bombe. Une fois à l'eau, il plongea à une profondeur de 15 mètres et commença à décrire des cercles. Quand ses hydrophones captèrent le bruit des hélices du sous-marin, il changea de cap. Le U-456 fut le premier des 37 sous-marins détruits par cette arme. Le concept de torpille anti-sous-marine à guidage acoustique fut développé simultanément par 4 groupes. Le laboratoire d'acoustique sous-marine de l'université Harvard, les Bell Laboratories, General Electric et le bassin hydrodynamique David Taylor. Le projet fut officiellement classifié sous le nom de Projet 61, nom de code FIDO. Officiellement, l'arme était répertoriée comme une mine, afin de dissimuler sa véritable nature même au sein de la marine. Sa longueur était de 2,13 m, son diamètre de 48 cm, son poids de 308 kg. 4 hydrophones piézoélectriques répartis sur le pourtour de la coque captaient le bruit des hélices jusqu'à une distance d'1,5 km. Un moteur électrique propulsait la torpille à 22 km/h, assez pour rattraper n'importe quel sous-marin en plongée, mais pas assez pour rattraper un sous-marin en surface. Cette vitesse comptait parmi les secrets les mieux gardés du programme. Si l'ennemi avait su qu'il pouvait échapper à la torpille en faisant surface, il aurait fait surface. Pendant la guerre, 204 torpilles Fido furent larguées sur des sous-marins. Résultat, 37 détruits, 18 endommagés. L'efficacité par munitions employée atteignait 22%, contre 9,5% pour les grenades sous-marines aériennes. La commande initiale portait sur 10 000 unités. Elle fut réduite à 4 000. La torpille se révéla si efficace qu'il n'en fallut pas davantage. La bombe BAT. En avril 1945, des équipages japonais au large de Bornéo virent des bombardiers américains larguer quelque chose depuis une altitude de 4500 mètres et faire immédiatement demi-tour. Les objets largués planaient et ils virèrent en direction des navires. Les artilleurs japonais ouvrirent le feu, changèrent de cap, exécutèrent des manœuvres d'évitement. Les bombes continuèrent de virer en les suivant. À bord des avions attaquants pendant tout ce temps, personne ne fit rien. La BAT était développée depuis 1942 par le Bureau national des normes en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology et les Bell Laboratories. À l'avant se trouvait une antenne radar active. Elle émettait un signal en continu et recevait son écho renvoyé par la cible. Un autopilote fabriqué par Bendix comparait le relèvement de la cible avec le cap actuel et déviait les gouvernes. Une fois la bombe larguée, l'avion était libre. Aucune liaison avec la bombe n'était nécessaire. La structure était un module de planée basé sur une bombe aérienne standard de 450 kg avec des ailes de 3 mètres d'envergure. Des générateurs éoliens placés sur les ailes alimentaient l'électronique et les gouvernes. La distance de planée depuis l'altitude maximale atteignait 37 km. Cela signifiait que l'avion porteur pouvait attaquer sans entrer dans la zone de portée de la défense antiaérienne des navires. Les bombes guidées allemandes Fritz 10 et Henschel 293, employées depuis 1943, exigeaient la participation constante d'un opérateur. Le bombardier devait rester en vue de la cible jusqu'à l'impact. La BAT n'exigeait rien de tel. Sa première utilisation au combat eut lieu en avril 1945 dans la région de Bornéo. Plusieurs navires japonais furent coulés et le navire de garde Aguni fut endommagé à une distance de 37 km. À la fin de la guerre, environ 3000 unités avaient été produites. Le principe posé par la BAT, le largage d'une arme autoguidée sans intervention d'un opérateur, devint le fondement de toute la génération suivante de missiles anti-navires. Lantos. À la fin de 1967, le 1er et le 3e bataillon d'armes anti-chars du corps des Marines furent dissous au Vietnam. Les véhicules qu'ils employaient avaient été rejetés par l'armée de terre dès 1953, jugés trop petits, trop vulnérables et globalement inadaptés. 2 mois plus tard débutait l'offensive du Tet.
Lontos, du grec chose, était conçu comme un chasseur de chars légers, transportable par voie aérienne. Sa masse était de 9 tonnes. Son blindage atteignait 13 mm sur les flancs, à peu près autant que celui du char britannique Mark I en 1916. Son armement comprenait 6 canons sans recul de 106 mm, montés par 3 de chaque côté sur des supports extérieurs. L'équipage comptait 3 hommes. La dotation en munitions était de 18 coups. Pour recharger, le tireur devait sortir du véhicule. En 1953, sur le terrain d'essai d'Aberdeen, on tira simultanément les 6 canons. Le souffle des gaz éjectés arracha des briques au mur d'un bâtiment voisin et brisa les vitres des voitures garées sur le parking. L'armée de terre refusa l'engin. Le corps des Marines commanda la totalité de la production, 297 véhicules. Le 30 janvier 1968, 8 bataillons de l'armée nord-vietnamienne s'emparèrent de Hue. Les combats de rue dans les ruelles étroites de la citadelle durèrent 25 jours. Les ontos s'approchaient au plus près des murs et y ouvraient des brèches par tir direct. L'obus M581 projetait à l'explosion 9600 fléchettes d'acier. Une salve des 6 canons à la fois en projetait 58 000. Les unités nord-vietnamiennes apprirent à quitter les bâtiments dès qu'elles entendaient le bruit du moteur d'un ontos. Le colonel Stanley Hughes, commandant le 1er régiment de Marines, écrivit dans son rapport que s'il fallait choisir un seul type d'appui-feu comme le plus efficace, ce serait ce canon sans recul de 106 mm, en particulier monté sur Lontos. Sur les 297 véhicules construits, la plupart étaient détruits ou hors d'usage dès 1969. 14 ont survécu jusqu'à nos jours. Northrop YB-49. Le 21 octobre 1947, au-dessus du lit asséché du lac Muroc, en Californie, un engin sans fuselage et sans empennage prit l'air. Seulement une aile, de 52 mètres d'envergure, avec 8 moteurs à réaction Allison J-35 encastrés à fleur de la section centrale. L'avion resta en vol 34 minutes. 3 ans plus tard, tous les exemplaires construits furent découpés et fondus juste devant les portes de l'usine. En 1993, le B-2 entra en service, une aile volante de la même envergure, construite par la même entreprise selon le même concept. Jack Northrop développait l'idée de l'aile volante depuis les années 30. En 1941, il reçut une commande pour un bombardier stratégique d'une autonomie de 16 000 km. Le prototype à moteur à piston souffrait de problèmes de transmission. En 1945, l'armée proposa de rééquiper 2 cellules avec une propulsion à réaction. C'est ainsi qu'apparut le YB-49. Le 5 juin 1948, le deuxième prototype se désintégra en vol, des sections de l'aile s'étant détachées du centre. 5 hommes périrent. La base aérienne de Muroc fut renommée en l'honneur de l'un d'eux, base aérienne Edwards. Le prototype restant continua de voler. Le 9 février 1949, le pilote Robert Cardenas relia Muroc à la base Andrews, près de Washington, soit 3600 km en 4h25 minutes. Mais une instabilité systématique en lacet empêchait de tenir un cap rectiligne nécessaire au bombardement de précision. Les technologies de commande capables de corriger ce défaut n'apparurent que dans les années 80. Le 15 mars 1950, le programme fut arrêté. Le secrétaire de l'Air Force, Stuart Symington, ordonna la destruction de toutes les cellules restantes. Des fours de fonte portatifs furent amenés à l'usine Northrop de Hawthorne. Les ouvriers regardèrent découper et fondre les appareils. En avril 1980, Jack Northrop, alors cloué dans un fauteuil roulant, fut ramené sur le site où on lui montra une maquette secrète du futur bombardier. C'était le B-2. Northrop écrivit sur une feuille qu'il savait désormais pourquoi Dieu l'avait gardé en vie ces 25 dernières années. Il mourut en février 1981. Le premier vol du B-2 eut lieu en juillet 1989. Convair NB-36. En juillet 1955, dessus de régions peu peuplées du Texas et du Nouveau-Mexique, un bombardier équipé d'un réacteur nucléaire commença à voler. Le réacteur fonctionnait en régime normal. Un avion de transport suivait à distance de sécurité, avec à son bord une équipe de parachutistes. En cas de crash,
Il devait sauter et boucler le site avant l'arrivée de toute autre personne. Le programme de l'avion nucléaire débuta en 1946. L'idée était simple. Un réacteur ne consomme pas de carburant aviation, donc l'avion pourrait patrouiller pendant des semaines. Pour tester la protection de l'équipage contre les radiations, on utilisa un bombardier B-36 endommagé par une tornade sur la base de Carswell en septembre 1952. Le nez fut entièrement remplacé. Le nouveau pesait 12 tonnes, en plomb et en caoutchouc. Les hublots, en verre au plomb, mesuraient de 25 à 30 cm d'épaisseur. Le réacteur pesait 16 000 kg. Entre les vols, on le descendait sous terre. En tout, 47 vols furent effectués, totalisant 215 heures de vol. Pendant 89 de ces heures, le réacteur fonctionnait en régime normal. Le réacteur n'entraînait aucun moteur et n'alimentait aucun système de l'avion. Il fonctionnait seulement et irradiait les structures environnantes, tandis que les ingénieurs mesuraient l'effet des radiations sur les matériaux et l'électronique. Un système de surveillance distinct, baptisé en interne projet Halitose, enregistrait les gaz radioactifs émis par le réacteur en vol. Les essais confirmèrent qu'avec une protection adéquate, l'équipage ne recevait pas une dose mortelle. Ils montrèrent aussi que la protection nécessaire pesait tellement que l'avion ne pouvait pratiquement plus emporter de charge utile. En mars 1961, le président Kennedy mit fin au programme, après 15 ans et 7 milliards de dollars dépensés. Le NB-36 demeure le seul aéronef de l'histoire à avoir transporté un réacteur nucléaire en fonctionnement. Le SR-71 Blackbird. En 1976, un avion américain établit 2 records mondiaux, toujours invaincus à ce jour. Le record absolu de vitesse pour un avion à réaction habitée, 3529 km/h, et le record absolu d'altitude en vol horizontal, 25 929 mètres. En 3 décennies de service, plus de 4000 missiles furent tirés contre lui. Aucun ne l'atteignit. Le SR-71 fut conçu pour remplacer le U-2 après que, le 1er mai 1960, un missile soviétique eut abattu cet avion de reconnaissance au-dessus de Sverdlovsk. La réponse de l'ingénieur Clarence Johnson, des Skunk Works, fut simple. Voler assez vite pour qu'aucun missile ne puisse le rattraper. À 3500 km/h, le frottement aérodynamique chauffe la surface de l'avion à plus de 300 degrés Celsius. À cette température, l'aluminium perd sa résistance. Il fallait du titane, 85% de la structure. Au début des années 60, les États-Unis produisaient une quantité négligeable de titane aéronautique. Le leader mondial de son extraction était l'Union soviétique. Par un réseau de sociétés écrans, la Central Intelligence Agency organisa l'achat de métal soviétique, avec lequel fut construit l'avion espion conçu pour surveiller les sites militaires soviétiques. Les fonctionnaires soviétiques ne vérifiaient pas l'identité de l'acheteur final. La procédure standard en cas de détection d'un tir de missile était d'augmenter la poussée. À 26 km d'altitude, le ciel au-dessus de la tête est noir, et les pilotes voyaient des missiles incapables de les atteindre. Pendant toute sa carrière, aucun appareil ne fut jamais touché par l'ennemi. 12 des 32 exemplaires construits furent perdus dans des accidents sans rapport avec des actions de combat. Le service fut arrêté en 1998, non pas parce qu'un adversaire capable de l'abattre était apparu, mais parce que les satellites de reconnaissance coûtaient moins cher. Le missile Polaris. Le 20 juillet 1960, le sous-marin nucléaire George Washington fit surface dans l'Atlantique, à 55 km du Cap Canaveral, et tira 2 missiles balistiques directement depuis sous l'eau. C'était la première utilisation réussie de l'histoire d'une arme balistique sous-marine de cette catégorie. Après le tir, le sous-marin replongea. Pour le détruire avant le lancement, il aurait d'abord fallu le trouver. Avant Polaris, les forces nucléaires étaient déployées sur des positions terrestres fixes ou des bases aériennes dont les coordonnées étaient connues de l'adversaire. Une première frappe pouvait les détruire avant toute riposte. Un missile balistique embarqué sur un sous-marin nucléaire supprimait cette vulnérabilité. Le porteur se déplaçait en permanence en grande profondeur et sa position restait inconnue. La riposte devenait garantie quel que soit le scénario d'une première frappe.
Le développement débuta en 1956. La solution technique clé fut le moteur à propergol solide. Les fusées à carburant liquide ne pouvaient être stockées en permanence et en sécurité à bord d'un sous-marin. La première version de série, Polaris A1, avait une portée de 2200 km et emportait une charge de 600 kilotonnes. Chaque sous-marin de classe George Washington portait 16 missiles dans des silos verticaux. Le tir s'effectuait depuis une profondeur de 15 à 30 mètres. En novembre 1960, le George Washington partit pour sa première patrouille de dissuasion. 66 jours en continu sous l'eau. En 1967, 41 sous-marins nucléaires américains porteurs de missiles balistiques étaient en patrouille permanente simultanée. Aucun moyen anti-sous-marin de l'époque n'aurait pu les détecter tous en même temps. Polaris rendit une frappe nucléaire désarmante stratégiquement absurde. La lancer signifiait recevoir en retour une salve venue de sous l'eau, depuis un point inconnu de l'océan mondial. Le Lockheed U-2. Le 1er mai 1960, le pilote Francis Gary Powers décolla d'une base aérienne au Pakistan et mit le cap sur 4600 km de territoire soviétique. Au-dessus de Sverdlovsk, un missile soviétique S-75 détruisit l'avion. Powers s'éjecta et descendit en parachute. Il fut arrêté quelques minutes plus tard. Jusqu'à ce jour, le commandement américain estimait une telle interception impossible. Le U-2 fut construit sur commande de la Central Intelligence Agency à partir de 1954. Le concepteur était le même, Clarence Johnson. L'objectif était de créer un avion capable de voler au-dessus du territoire soviétique à une altitude inaccessible aux chasseurs comme aux missiles. La solution fut une aile fine et très allongée, comme celle d'un planeur, associée à un puissant moteur Pratt & Whitney. L'altitude de croisière atteignait 21 km, 2 fois plus haut que les avions de ligne. À cette altitude, le ciel au-dessus de la tête est noir, et les pilotes portaient des combinaisons semblables à des tenues spatiales. De juillet 1956 à mai 1960, les U-2 effectuèrent des missions de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique. Un seul passage couvrait une bande d'environ 200 km de large. Les clichés réglèrent un débat vieux de plusieurs années sur le soi-disant écart de missiles. Le nombre de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques s'avéra bien inférieur à ce qu'avait rapporté le renseignement humain. Le président Eisenhower approuvait personnellement chaque vol. Les militaires soviétiques suivaient l'avion au radar depuis 1956, sans pouvoir l'atteindre. En 1960, le missile S-75 modernisé atteignit enfin une portée en altitude suffisante. Il fallut une salve de 14 missiles pour abattre l'avion. L'un d'eux explosa à quelques mètres de l'arrière de l'appareil. L'incident fit échouer le sommet de Paris, prévu pour le 16 mai de la même année. 2 ans plus tard, en octobre 1962, un U-2 photographia les positions de missiles soviétiques à Cuba. Ces clichés marquèrent le point de départ de la crise des missiles de Cuba. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos du même genre.